facts, big old facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old facts, big old facts, big old facts, big old facts. Hey, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 6 décembre 2025. Gavino De Falco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Ah, tu sais pas comment je me suis ennuyé de pas entendre notre thème d'ouverture. Il est-tu bon, notre thème d'ouverture? Je l'adore. On n'était pas supposé faire un show en passant. Ben là, à un moment donné, on voulait en faire un la semaine passée, lorsque Dylan Cease avait signé. On a dit, on va remettre ça. Là, il y a eu la clé de notre ami Cody Ponce en plus. Alors, pourquoi pas? Beaucoup d'actualités chez les Blue Jays, même si les Blue Jays, bon, ne jouent plus depuis un mois. On dirait que ça fait une éternité. Puis, by the way, j'ai parlé à des gens dans mon entourage et ils ne sont toujours pas remis de la défaite en série mondiale. Les Blue Jays qui ont laissé filer des matchs numéro 6 et numéro 7, des matchs qui auraient dû gagner. On a analysé, suranalysé, je te dis. Il y a un de mes amis, Mike Boussato, qui est encore en dépression 5 semaines après l'élimination des Blue Jays. Pour vrai, là, Philo, là, on aurait dû gagner ce game-là, tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a eu tellement d'incidents qui auraient pu aller du côté des Blue Jays, là, tu sais, c'est des millimètres qui ont fait en sorte, à plusieurs reprises, qui n'ont pas été capables de mettre le clou dans le cercueil. Donc, écoute, c'est une série mondiale dont on va se souvenir toute notre vie à cause de tout ça. Mais moi, dans mon cas, ça a pris un bon 3 semaines. Mais là, ma tête est sur 2026. Je me concentre sur l'hiver, les joueurs autonomes. Je suis passé par-dessus. Faire une petite parenthèse vite sur la série mondiale. Là. L'ancien entraîneur des Blue Jays, Don Mattingly, il a avoué, je crois, la semaine dernière, écoute, je pense qu'on aurait dû un peu changer la donne et changer la stratégie lors du 7e match, notamment avec l'écart de IKF au 3e but. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, au moins, il est assez honnête pour le dire. Tu sais, IKF a pris beaucoup de blâme pour le fait qu'il n'y avait pas une bonne avance au 3e but. Là, on s'est fait expliquer clairement par Don Mattingly que c'était une commande qui venait du banc de rester près du coussin. Et Don Mattingly a avoué après que ça avait été une erreur. Pourquoi? Puis on l'a expliqué ici au podcast des Blue Jays quand même en détail. Dalton Varsho, cette saison, avait frappé une flèche au 3e but. Combien de fois? Dans toute l'année, une fois. Dalton Varsho, c'est un pull hitter, c'est un frappeur gaucher. Il frappe la balle du côté droit de l'avant-champ ou du champ extérieur. Les chances qu'il se fasse doubler à IKF au 3e étaient extrêmement minces, mais il a avoué que tout s'est passé dans une fraction de seconde et que la consigne au 3e but était la mauvaise et que le banc prenait le blâme pour tout ça. Et ça a coûté la Série mondiale aux Blue Jays. Bon, ça a coûté la Série mondiale aux Blue Jays. Mais les Blue Jays, écoute, comme j'ai dit tantôt, là, sont pas en vacances. Là, sont pas partis en vacances parce qu'ils continuent à garrocher avec un haut accent circonflexe, garrocher de l'argent à gauche et à droite. Le dernier venu, le lanceur partant, Dylan Cease. Regardez, ces chiffres-là, quand même intéressants pour l'ancien des Padres de San Diego. Écoute, 210 millions, si je ne m'abuse, pour 7 ans pour le lanceur de 30 ans. L'année passée, il en a arraché 8 victoires, 12 défaites. Et des statistiques à la Kevin Gross, 1988 à peu près. Je ne sais pas si Kevin Gross toucherait un salaire de 30 millions en 2025-2026, mais regardez, intéressant du côté de Dylan Cease. Il la pousse, beaucoup de retraits au bâton dans son cas, une moyenne de points mérités de 3,88 en carrière, 2 fois, dans la course au Cy Young dans sa carrière. Philo, es-tu étonné de voir quand même les Blue Jays pas essayer d'aller chercher des joueurs autonomes, signer des joueurs autonomes importants? Je suis pas vraiment surpris du tout, puis je vais vous expliquer plus tard dans l'émission pourquoi je ne suis pas surpris de tout ça. Je veux vous parler du marché économique du baseball et de la situation des Blue Jays. Tu viens de dire le nom de Dylan Cease. C'est un gars qui lance entre 165 et 190 manches
par année. Un gars qui ramasse plus de 200 retraits sur des prises à chaque saison. Il a 6 lancés dans son arsenal et il peut pousser la balle rapide à 98 000 à l'heure. Sa moyenne de points mérités à vie, 3,88. Le problème avec Dylan Cease, il mélange mal ses tirs, ne prend pas souvent l'avance sur les frappeurs sur le premier tir. C'est souvent une première balle dans le compte. Et il gaspille beaucoup de tirs, ce qui fait en sorte qu'en moyenne, dans ses 188 départs en carrière, il ne lance que 5 manches et un tiers par départ. Donc, c'est pas un gars qui lance 7 manches. C'est un gars qui va arriver à 80, 90, 95, 100 tirs, mais n'aura pas franchi la 5e manche. Alors, c'est ça qu'il faut s'attendre de lui. Maintenant, les Jays ont quand même surpayé, là, Gavino. 30 millions de dollars pour 7 ans, ça fait 210 millions. Avec les bonnies qu'il touche, la moyenne par année, ça va être 26 millions par saison. C'est un client de Scott Boras. Normalement, les clients de Scott Boras, c'est pas des gars qui signent tôt dans l'hiver, c'est des gars qui signent tard dans l'hiver. Il a 29 ans, mais sûrement que son agent lui a dit « Écoute, chef, il n'y a pas d'autres équipes qui vont t'offrir 30 millions. Puis si les Blue Jays signent un autre lanceur partant, bien, ta chance, tu vas la manquer. Tu vas te retrouver avec une autre organisation, probablement à signer pour moins d'argent. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? » Alors, je suis pas sûr. Écoute, il va falloir que justement l'instructeur des lanceurs, Pete Walker, il fasse comprendre qu'on a une meilleure défensive ici avec les Blue Jays qu'avec les Padres de San Diego. Défie les frappeurs et la balle va être captée soit dans l'entrechamp ou comme voltigeur et tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition. 210 millions de dollars. C'est fou, là. C'est un lanceur qui lance 32 fois. Oui, il va aller chercher ses 32 départs, mais tu sais, c'est une moyenne d'à peu près, là. 800 000 $ le départ. C'est fou, c'est beaucoup d'argent ou 1 million de dollars le départ. Va falloir avoir des départs de qualité. Du côté des lanceurs partants, regardez là maintenant, si ça commençait demain, là, la saison 2025 ou 2026. Ouais. Les lanceurs partants du côté des Blue Jays de Toronto, Gausman, Savage, Dylan Cease, Jose Berrios, Shane Bieber, Cody Ponce, on va en parler dans quelques instants, Bowden Francis et Eric Lauer, qui sont étiquetés, je crois, lanceurs partants là, de luxe ou bien de la profondeur de ce côté-là. Je retiens, le nom de Jose Berrios qui pourrait être impliqué dans une transaction dans une couple de semaines. Je sais pas s'il figure encore dans les plans du gérant John Schneider. Donc, il y a 5 partants de qualité. Gausman, c'est le premier partant. On sait qu'on lui a donné la balle lors des matchs importants en séries éliminatoires. Trey Savage, est-ce qu'il va répéter la fin de saison en 2026? Dylan Cease, c'est une valeur sûre. On sait Shane Bieber qui, justement, reste avec les Blue Jays. Qu'est-ce que tu penses de la rotation des partants du côté des Blue Jays? Juste une petite parenthèse, là. Écoute, je trouve ça triste un peu pour les Padres de San Diego qui ont annoncé publiquement cette année avoir perdu 30 millions de dollars et qu'il n'allait pas pouvoir garder tout le monde. Donc, Dylan Cease quitte les Padres. Aussi, on n'est jamais à l'abri non plus d'une blessure chez les partants. Et c'est pour ça que les organisations, très rarement, vont donner des contrats de 7 ans à des lanceurs partants. Bon, il y a une chose on a beaucoup de profondeur du côté des lanceurs partants chez les Blue Jays. Tu l'as vu, là. Eric Lauer était le 8e là, sur ta liste. À peu près, oui. Il a connu une très bonne saison l'année dernière. Mais les Blue Jays ne veulent pas se faire prendre des culottes baissées. Je vous rappelle que Gausman, Bieber et Berrios, potentiellement, à la fin de la saison 2026, seront des joueurs autonomes. Je dis potentiellement parce que Berrios a un genre de opt-out clause. Maintenant, tu as parlé de Berrios. Tu sais, on ne l'a pas vu autour de l'équipe durant les séries éliminatoires à Gavino. Il était blessé, mais moi, il y a quelque chose, mon petit doigt me dit là, que il n'a peut-être pas nécessairement apprécié de la façon dont on a géré les choses pour lui cette année. Le fait qu'il ne soit pas autour de l'équipe en série, tu sais, les autres blessés, ils étaient là, Gavino. Alors, tu sais, y avait-tu quelque chose qui a dit à Berrios, sais-tu quoi, on va rester chez nous, puis garde, faites-les vos séries éliminatoires. Donc, je ne serais pas surpris que peut-être que Berrios a demandé à son agent, garde, j'ai peut-être besoin d'un changement de décor. Eux autres, ils ne me voient pas dans leur soupe. Ceci dit, moi, personnellement, je pense que si Berrios revient en santé l'année prochaine, il peut être, encore une fois, un très bon lanceur partant pour les Blue Jays. Mais il ne sera pas en avant de Gausman, de Savage, j'oublie ça, de Cease. Ça va être un 5e partant de luxe. Il va lancer contre des 5e partants l'autre côté. J'imagine qu'il va y avoir un peu plus de run support du côté des Blue Jays puisque tu n'affrontes pas le Greg Maddux l'autre côté. Mais tu l'as dit, il y a quelque chose de brisé présentement avec Jose Berrios. Et
je crois qu'ils ont, les Blue Jays ont le luxe peut-être de l'échanger parce que tu es allé chercher un autre lanceur dans la Ligue de Corée. On va en parler dans quelques instants. Cody Ponce. Mais juste à regarder, les tableaux, là. Très rapidement, du côté des Blue Jays, le magasinage actuel en 2026. Les nouveaux venus Dylan Cease et Cody Ponce, 2 lanceurs droitiers. Et les agents libres qui n'ont pas de contrat. Chris Bassett, Bo Bichette, Sir Anthony Dominguez, T. France, IKF et Max Scherzer. Dans la colonne à droite, le philo. Ouais. Est-ce que tu vois un joueur ou des joueurs revenir avec les Blue Jays dans la saison 2026? Moi, je vois Bo Bichette. J'ai toujours encore Bo Bichette dans le haut de ma liste et potentiellement Sir Anthony Dominguez. Mais Bo Bichette, selon tout ce qu'on entend des agents à droite et à gauche, c'est un gars qui veut revenir avec les Blue Jays. On est en train de négocier. Probablement que lui va se servir des autres équipes et des offres des autres équipes pour faire augmenter sa valeur aux yeux des Blue Jays. Moi, je m'attends à ce qu'il signe un nouveau contrat avec les Jays bientôt. Là, c'est sûr qu'il y a encore des rumeurs de Kyle Tucker comme voltigeur. Moi, personnellement, tu me poses la question, si j'ai à choisir entre les deux, je prends Bo Bichette parce que moi, j'adore les gars qui frappent 200 coups sûrs, qui frappent pour 300. Moi, je prends des gars dans mon équipe comme ça à tous les jours de la semaine. Kyle Tucker, c'est pas mauvais, mais pour moi, c'est pas Bo Bichette. Mais je comprends pourquoi les Blue Jays s'intéressent à Kyle Tucker. C'est parce qu'à la fin de la prochaine saison, George Springer et Varsho, les deux tombent joueurs autonomes. Donc, tu pourrais potentiellement perdre 2 voltigeurs à la fin de la saison d'après. Puis tu ne veux pas te retrouver encore une fois avec des réservistes. Donc, je comprends pourquoi on regarde vers Kyle Tucker. Sauf que pour la saison 2026, ça risque de se marcher sur les pieds. Là. Varsho, Santander, Springer, Lucas et compagnie. Loperfido aussi qui commence à faire sa place. Snyder, il y a du bon dans la messe. Là. Il va falloir... c'est sûr. Il y a trop de joueurs présentement et très peu de postes de voltigeurs disponibles, surtout si tu signes un Kyle Tucker, mais on va en parler dans quelques instants. Mais il n'y a aucune rumeur qui ramène Bo Bichette à Toronto. Tu sais, je veux dire... ça va coûter cher. Ça va coûter un 200 millions pour 7 ans, pour 8 ans, c'est sûr, pour Bo Bichette. Donc, si Bo Bichette revient avec les Blue Jays, l'état-major aura dépensé sur 3 joueurs à peu près 1 milliard de dollars. Vladimir 500, ensuite Dylan Cease 210, puis Bo Bichette un 250, 1 milliard de dollars. Aïe aïe! Mais Gavino, je pense que les Blue Jays, cette année, la mentalité de l'organisation a changé. On regarde l'agressivité, puis je voulais parler de ça tout à l'heure. L'agressivité des Blue Jays lors du marché des joueurs autonomes, ils sont parmi les équipes les plus actives. Ce qu'on entend, là, c'est que les Blue Jays ont compris une chose cette année. Dépense de l'argent, puis tu vas faire de l'argent. On dit que la ville de Toronto a généré 100 millions de dollars en séries éliminatoires durant le mois d'octobre à cause de la run des Blue Jays en séries éliminatoires. Donc, juste la ville, pas l'équipe, là. L'équipe, parce que dans un autre podcast cette semaine, j'ai entendu des revenus puis des profits d'à peu près 200 millions de dollars des Blue Jays dans les séries éliminatoires. Imagine, aïe aïe, l'argent qui coulait à flot du côté des Blue Jays. Donc, l'état-major a dit, on a de l'argent, on va la dépenser tout de suite. Oui. Puis on va en faire de l'argent. Donc, les Blue Jays veulent être les Dodgers de la Ligue américaine. Même les Yankees, la semaine dernière, Al Steinbrenner, le propriétaire, a dit « Moi, je suis plus capable de suivre. » Puis regarde, la valeur de Al Steinbrenner, l'individu, là, c'est 1 milliard. La valeur de Rogers, là, 23 milliards. Donc, Rogers a bien plus d'argent que Al Steinbrenner. Donc, juste vous dire qu'au moment où on se parle, Gavino, la masse salariale des Blue Jays est déjà à 193 millions de dollars avec tous les joueurs qu'on vient de nommer. Et ça, c'est sans compter les joueurs qui doivent aller en arbitrage, ce qui devrait faire monter la masse salariale de l'équipe entre 2,20 et 2,30, dépendant des décisions des arbitres. Le threshold, excusez l'expression, je ne sais pas comment le dire en français, mais la limite là, pour ne pas payer de la taxe de luxe, c'est 244 millions. S'entends-tu, Gavino, que quand que Bichette va signer ou Kyle Tucker ou peu importe, ils vont défoncer excuse-moi le terme, ils vont buster puis ils vont aller chercher à peu près 300 millions. Surtout si tu signes Bo Bichette puis tu es agressif dans le dossier de Kyle Tucker, tu vas t'approcher pas loin du 300 millions de dollars. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Gavino, il semble n'avoir aucun problème à payer la fameuse taxe de luxe du côté des Blue Jays de Toronto. Je veux expliquer une autre chose aux gens qui nous écoutent.
pourquoi les Blue Jays sont aussi agressifs. On sait que la convention collective va expirer à la fin de la saison 2026. On sait aussi que les propriétaires vont pousser fort pour un plafond salarial. Mais de tout ce qu'on entend, Gavino, c'est que si un plafond salarial est implanté, après la saison 2026, les équipes qui dépassent le plafond salarial vont avoir une période de grâce pour se placer sous le plafond. Donc, les Blue Jays, eux autres, ils se disent « Hey, on fait le magasinage au maximum cette année, OK? On va chercher les joueurs qu'on va aller chercher, on va défoncer le plafond, mais on s'en fout parce que dans un an, toutes les équipes vont être obligées de respecter le plafond salarial, puis nous, on va avoir fait du magasinage, puis on va s'être renfloué pour les 3, 4, 5 prochaines années. Ça va nous donner un avantage compétitif sur le terrain. Donc, c'est ça la logique et la mentalité des Blue Jays. On ne peut pas faire autrement. Il va avoir, comme tu dis, il va y avoir une clause grand-père pour les équipes qui auront busté le plafond salarial, puis ils vont avoir peut-être 5 ans pour revenir, là, justement, pour respecter les barèmes du nouveau plafond salarial. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'en rejaser. Cody Ponce, parle-moi de Cody Ponce. C'est quand même une signature intéressante du côté des Blue Jays. C'est un gars qui jouait en Asie il n'y a pas longtemps. Pas en Corée du Nord, non, en Corée du Sud. Quand même des chiffres intéressants dans la dernière saison. Regardez, là, ces chiffres l'année passée, aïe. En 2025, une moyenne de points mérités de 1,89. 252 retraits au bâton, aïe. En 180 manches de travail, 29 départs. C'est un gars qui n'arrachait avec les Pirates de Pittsburgh, mais écoute, je pense qu'il a retrouvé la zone des prises, notamment en Asie. Parle-moi de Cody Ponce. Est-ce que c'est un move de profondeur? Est-ce qu'on va le préférer à Bowden Francis? Ou bien il s'en va en l'enclos de relève puis ça va être une solution peut-être à court terme là, en fin de match pour les Blue Jays? Écoute, je ne sais pas si tu as vu les images de sa balle tombante, Gavino. Oui, ça bouge, hein? Crime. Je veux dire, honnêtement, là, je pense que les lois de la physique ne peuvent pas expliquer comment cette balle-là peut se déplacer dans cette trajectoire-là de cette façon-là. C'est inhumain. Alors, les Blue Jays sont allés chercher un gars, comme tu viens de le mentionner, qui a gagné la triple couronne cette année dans la Ligue coréenne. Ça vaut quoi, la Ligue coréenne? Je ne le sais pas. Mais il ne faut pas oublier que l'année passée, souviens-toi, on recule la cassette il y a 1 an, un peu plus, Eric Lauer lançait dans la Ligue coréenne et les Blue Jays ont vu quelque chose en lui puis ont dit on va l'amener dans le baseball majeur. Et Eric Lauer a très bien fait avec les Blue Jays cette saison. Sûrement que les Blue Jays ont discuté avec Eric Lauer puis lui ont dit toi, t'as affronté ce gars-là en Corée, ça a l'air de quoi et tout ça. Là, ce qu'il faut expliquer, te souviens-tu de Hyunjin Ryu, le lanceur des Blue Jays, il y a une couple d'années, c'est un Coréen. Les Blue Jays avaient dans l'organisation un gars de baseball qui utilisait pour traduire les propos de Hyunjin Ryu. Quand Hyunjin Ryu est parti, les Blue Jays ont offert à cet individu un poste de dépisteur en Corée. Alors, lui, il est là depuis 2 ans. Il épie les joueurs de la Ligue coréenne, puis il s'est dit, regarde, ce gars-là, ça pourrait être intéressant. À 3 ans pour 30 millions, 10 millions de dollars par année. Souviens-toi que Yariel Rodriguez, il y a 2 ans, venait de l'Asie. Puis on pensait dans notre tête, hey, il va être un lanceur partant, il va être phénoménal, il va être extraordinaire. Finalement, c'est un gars qui lance dans l'enclos de relève. Donc, ça va donner quoi, Cody Ponce? Je ne le sais pas, mais c'est quand même une belle profondeur. Du côté de l'offensive, on le sait, Beau Bichette n'est toujours pas, un membre des Blue Jays à part entière en 2026, joueur autonome sans compensation. Il y a des rumeurs du voltigeur Kyle Tucker, l'ancien des Cubs de Chicago, qui pourrait signer avec les Blue Jays. En tout cas, on en entend parler. Kyle Tucker, aux dernières nouvelles, aurait visité les installations du camp d'entraînement à Dunedin du côté des Blue Jays. C'est un gars de la région, un gars de Tampa Bay, donc c'est pas loin de chez eux, de sa résidence principale. Kyle Tucker, excellent offensivement, défensivement également, peut gagner des gants dorés. Et là, les gens de MLB Network se sont amusés à faire un line-up pour la saison 2026 avec Kyle Tucker dans l'alignement. Regardez, George Springer au premier rang comme frappeur de choix. Au deuxième rang, voltigeur de gauche, Kyle Tucker. Vladimir
au 3e rang, évoluant au premier but. Varsho, je suis pas sûr, au 4e rang, moi non matcheur plus. de centre, suivi de Kirk et de Anthony Santander. Oui, pour ceux qui l'avaient oublié, Santander est toujours avec les Blue Jays comme voltigeur de droite et les frappeurs 7-8-9. Barger, Clement et Andrés Jiménez comme joueurs d'arrêt-court. Comment tu trouves cet alignement-là avec, bon, moi je me gratte la tête, Varsho, pas d'affaire au 4e rang, pas d'affaire à protéger Vladimir. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, là, je pense qu'il est temps de placer Ernie Clement plus haut dans l'alignement. J'aimerais ça le voir en sandwich entre Springer et Tucker. Frapper 2e. Tucker peut-être 3e. Guerrero 4e. Puis après ça, c'est le frappeur de protection. Un problème que même l'année passée, on n'a jamais vraiment été capable de régler. Qui frappe derrière Guerrero pour le protéger? C'est sûr que si Beau Bichette revient, ça règle le problème. Malade, mais cet alignement-là n'est pas parfait. Mais tu te retrouves avec des gars comme Nathan Lukes, par exemple, sur le banc. Là. Tu sais, je veux joueur dire, de profondeur. Tu l'as dit. imagine-toi. Puis même chose, si Beau Bichette revient demain matin, là, tu l'insères au 2e but parce que je pense que les Blue Jays, ils vont y aller avec Andrés Jiménez comme joueur d'arrêt-court. Frappe 9e, pas de problème, hein, 220, 250 de moyenne, mais il sauve des points en défensive. Barger, je pense que c'est le gars qu'il faut que tu utilises au 3e but. Clement également, je pense que ça peut être un joueur qui va donner des breaks à chaque joueur dans l'alignement une fois par semaine. Écoute, imagine si t'amènes Beau Bichette puis Kyle Tucker. Je sais qu'il y a des rumeurs de Cody Bellinger, encore une fois avec les Blue Jays, mais il manque un frappeur gaucher parce que Anthony Santander, je te le dis tout de suite, je suis pas convaincu qu'il va connaître la même saison en 2024 qu'avec les Orioles. 40 circuits, 120 points produits, moyenne de 250. Pas de trouble. Si c'est ça, je le prends tout de suite. Mais il m'a pas convaincu l'année passée, là, Anthony Santander. Là. Non, je le sais. Écoute, c'est un point d'interrogation. Dans un monde idéal, là, je pense que les Blue Jays le passeraient dans une transaction, mais je pense qu'au moment où on se parle, il faudrait que tu avales une partie de son salaire pour l'échanger. Je pense que les Blue Jays veulent lui donner une autre chance, mais moi, là, je vois ça comme un problème, Gavino, pour l'année prochaine. Parce que je ne sais pas ce que tu vas faire avec Santander et Springer dans ton alignement. Pour moi, là, les deux gars sont rendus au stade de leur carrière où ils sont des frappeurs de choix. Santander parce qu'il est mauvais défensivement et Springer parce que tout simplement, on a vu ce qu'il a fait l'année passée en tant que frappeur de choix où il n'y avait pas à jouer toutes les manches au champ extérieur. Il a été extraordinaire. Donc, c'est un casse-tête là, pour le gérant John Schneider. Mais on va dire une affaire, Gavino. Moi, là, ça fait 26 ans que je suis journaliste sportif. Je me souviens pas d'avoir couvert une équipe où, durant les autres saisons, le problème, c'était on a trop de bons joueurs. Comprends-tu? C'est incroyable. Non, mais j'ai jamais vécu ça. Tu sais, je veux dire, moi, je comprends, mais dans les années passées, on pensait, bon, les Blue Jays étaient servis de cobayes là, pour les autres joueurs. Bon, ils disaient, bon, on va se servir des Blue Jays pour renégocier. On sait, bon, Shohei Ohtani, c'est un exemple, il a signé ailleurs. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression, puis je le crois cette année, lorsqu'un joueur, on l'entend dans des rumeurs d'acquisition des Blue Jays, j'y crois fermement, là. Dû à la run l'année passée, ils sont sérieux, ils sont prêts à dépenser de l'argent. Et vraiment, là, c'est une organisation dans le premier tiers, dans le baseball majeur. Ils gagnent. C'est plein à chaque match. C'est une organisation de premier plan et tout le monde est dans les bonnes chaises. Le gérant, il gère quand même assez bien. Le directeur général, il donne de l'argent, puis le propriétaire, il fait faire de l'argent. Le président fait faire de l'argent au propriétaire. Tout le monde est dans la bonne chaise présentement avec les Blue Jays. Écoute, les Blue Jays sont dans une situation gagnante parce que veut pas, ils sont dans un marché de 40 millions de personnes. C'est ça la réalité. Tu sais, les Yankees peuvent bien dire, ils sont un gros marché. Oui, il y a quand même juste, c'est 10 millions dans la région de New York, 10 millions de personnes. Ouais. Tu sais, je veux dire, Boston, je veux dire, si tu habites à Boston, tu es un fan des Red Sox ou dans la région. Mais tu sais, je veux dire, les villes, normalement, c'est les gens qui habitent dans leur ville et dans la grande région de cette ville-là qui sont des fans de cette équipe-là. C'est vrai, mais je pense que les Yankees, c'est plus une image de marque qu'une équipe. Je veux dire, tu sais, à travers le monde, il y en a des fans, puis il y en a des casquettes des Yankees de New York. Ça s'arrête pas juste dans le marché, justement, de New York. Non, t'as raison. Mais dans le cas des Blue Jays, ils ont le plus gros bassin de population, de fans, parce qu'ils ont un pays complet derrière eux. Puis je pense qu'ils ont compris ça. Et ils ont compris qu'en investissant, plus ils investissaient et plus l'équipe allait faire de l'argent. D'ailleurs, pour un 4e hiver de suite, Gavino, le Rogers Center reçoit encore une fois des rénovations. C'est malade. On regarde des images présentement, des grues,
des travaux majeurs du côté du Rogers Center. La famille Rogers a acheté les Blue Jays en l'an 2000 et a acheté le Sky Dome en 2004. Ouais. Ils n'ont pas d'affaires, ils demandent pas l'aide du gouvernement. Là. Non, ils prennent leur argent puis ils réinvestissent dans leur maison. C'est de même que ça devrait être dans le sport professionnel. Encore une fois, tu l'as dit, 4 ans de suite, des rénovations majeures. Non, mais sérieusement, ça va s'arrêter où? Puis quand ces rénovations-là? Déjà qu'il était superbe, ce stade-là. Ben, Gavino, eux autres, là, ce qu'ils veulent, c'est que quand les gens rentrent dans le stade, là, ils soient émerveillés. Le Rogers Center, dans les 4 dernières années, a subi une transformation extraordinaire. Puis quand tu rentres, tu n'as plus l'impression du fameux stade caverne, là, le cookie cutter, comme le stade olympique ou le Riverfront ou tous les anciens stades du baseball qu'on connaissait. Tu as vraiment maintenant l'impression de rentrer dans un parc de balles. Et c'est ça qui est important. Les gens ils doivent se sentir comme s'ils sont dans un parc de baseball. Puis tu rentres, là, le plancher, là, je ne sais pas d'après moi combien de fois par année ils doivent le peinturer pour qu'il soit shiny de même. Mais tu rentres et tu es comme wow, 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 wow. Puis là, c'est des loges au niveau derrière le marbre qu'on est en train de rénover. Soit dit en passant, la galerie de presse était là à l'époque. Là, la galerie de presse est rendue dans le champ gauche. On dit aux journalistes, allez vous installer dans le champ, vous autres, là, parce que nous autres, on va mettre des loges de luxe directement derrière le marbre au niveau de la galerie de presse. Donc, encore une fois, on monte d'une coche. Tu le sais, Gavino, là, je ne sais pas si tu es déjà allé au niveau de la galerie de presse au stade Rogers, mais tu as l'impression de rentrer dans un salon de luxe, comprends-tu? Alors, les gens... On est loin du stade olympique avec le petit tapis rouge qui n'a pas été changé depuis les années 70. Écoute, c'est deux mondes. Puis je ne sais pas ce qui va arriver au stade olympique à l'intérieur une fois que le toit va être refait. Mais tu peux pas comparer les deux édifices présentement. Mais je sais pas si tu as entendu parler de l'Extreme Makeover du stade olympique pour faire un parallèle avec notre stade ici, by the way. Oui. Je veux dire, il arrive quoi, là? Je veux dire, les travaux, est-ce qu'ils suivent son cours? Parce que on nous avait dit un Extreme Makeover à l'intérieur du stade. Le Jumbotron, le tableau indicateur, le système de son, le système d'éclairage. Pour l'instant, je veux dire, c'est encore juste le toit. Là. Je vois rien changer. J'ai pas vu des images, des maquettes en mentionnant que les bancs sont changés. Puis on fait juste une chose, le toit. On commence par le toit. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'étais présent au stade olympique dans la pièce où on nous a fait la présentation complète des travaux qui devaient avoir lieu. Le gros du travail, c'est le toit. Ça, c'est number one. Après ça, oui, il y a l'éclairage. Pourquoi? Parce que l'éclairage, c'était dans l'anneau technique. Donc, l'éclairage va être fait aussi. Si je me souviens bien, il y a l'écran géant et le système de son aussi qui vont être changés. Et les bancs les plus rapprochés du terrain. Pas tous les bancs. Les bancs les plus rapprochés qu'on déplaçait là, en configuration soccer, football ou baseball, dépendant de la nécessité. C'est tout, là. Alors, il n'y a pas de les loges, les concessions alimentaires, les salles de bain, les bancs. Tout ça, je sais. C'est pas prévu, là. Il va falloir prévoir un autre, ensuite de ça, réaménagement du stade olympique dans les années 2030 et plus pour refaire l'intérieur du stade si le gouvernement décide d'embarquer là-dedans. Donc, la facture, ce ne sera pas 800 millions. À la fin de tout ça, là, ça va être 1,5, 1,6 milliard de dollars. Facile. Très rapidement, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité, j'oublie son nom, mais il y a un investisseur, le fondateur du site Mojo et tout ça, qui voudrait peut-être, ramener le baseball à Montréal. Il paraît qu'il y a beaucoup d'argent, ce monsieur-là. C'est un monsieur d'origine iranienne. Malheureusement, j'ai pas son nom. Est-ce que tu as suivi ça? Est-ce que, il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Est-ce que, écoute, j'ai jamais entendu son nom nulle part, sauf que là, tout d'un coup, il arrive dans l'actualité, puis je me gratte la tête, je dis, pourquoi pas? Imagine si c'est lui notre sauveur. Imagine! Bon. OK. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu une conversation d'une demi-heure avec lui au milieu de la semaine. On s'est parlé au téléphone. Okay. Écoute, un homme super intéressant, passionné, qui a eu le cœur brisé comme nous autres quand les expos sont partis, qui a encore de la peine par rapport à tout ça, qui récemment a suivi les séries des Blue Jays, le film qui a tué les expos, son entreprise qui fonctionne très bien, soit dit en passant. Puis le gars, c'est un Québécois. Il a parti ça sur YouTube. La compagnie vaut maintenant 25 millions de dollars. Alors, c'est pas rien, là. Il est parti de zéro. Ses parents, c'est des immigrants. Ils sont arrivés ici, pas de scène dans les poches, comme nos parents. Et il a parti de cette compagnie-là. C'est sur YouTube, puis c'est souvent genre le top 10 de ceci, le top 5 oui, de je comprends. C'est Mojo. Mojo.
Ça fonctionne très, très, très bien. Mais la réalité, Gavino, c'est que la compagnie vaut 25 millions. Je veux dire, un club du baseball majeur, ça va coûter 2 milliards. Alors, lui, son intention... À part le stade. Eh oui, à 3, disons 3 Ah. milliards. Fait que là, présentement, on est loin de la coupe aux lièvres. Vas-y, continue. C'est ça que je te dis. C'est que lui dit avoir des contacts de personnalités, probablement ailleurs dans le monde, qui ont de l'intérêt pour le sport et qui ont de l'intérêt pour investir de l'argent. Mais c'est pas lui seul qui va mener ce projet-là. Ce que lui veut faire, c'est faciliter l'organisation de plusieurs personnes qui ont potentiellement ont de l'argent puis ont un intérêt pour investir dans le sport. Je sais qu'ils ont contacté les gens du projet Coureurs sur les buts, dont on a parlé aussi à l'émission et tout ça. Donc, tout ce beau monde est en contact, mais ça va prendre le kingpin, Gavino. Ça va en prendre un qui va dire hey, « moi, j'ai 1 milliard à investir ». Et le chiffre magique, Gavino, là, de cash, c'est 600 millions. Il faut que tu aies 600 millions cash pour faire partir ce projet-là. Il y en a de l'argent au Québec. Est-ce que, les personnes concernées ont de l'argent pour investir dans le baseball? Tu sais, je parle de M. Bouchard de Couche-Tard, je parle de peut-être le monsieur de Garda et tout ça. Il y en a de l'argent, mais est-ce qu'ils sont prêts à perdre de l'argent? Ça, c'est une autre histoire, tu sais. M. Bouchard a été vraiment désenchanté par ce qui s'est passé avec l'histoire des Villes-Sœurs et comment le baseball majeur a clos ce dossier-là sans trop donner de nouvelles. Donc, ça, c'est les dernières informations que j'ai. Les Bronfman, de ce que je sache dernièrement, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là non plus. De toute façon, le baseball majeur ne procédera pas à l'expansion tant et aussi longtemps que la prochaine convention collective ne sera pas signée. Maintenant, Gavino, je ne sais pas si tu as vu Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey, en entrevue à CNBC la semaine dernière. Les franchises moyennes de la Ligue nationale de hockey ont dépassé les valeurs des franchises du baseball majeur. Et ce, en jouant la moitié des matchs, en ayant une fraction des revenus de la télé et de tout ça, ça ne tient pas la route, cette explication-là. Parce que dans le hockey, il y a un contrôle des salaires. Donc, tu peux y aller avec un partenariat 50-50. Du côté du baseball majeur, c'est le free-for-all. Dans le même circuit, tu as des clubs qui dépensent 500, puis d'autres 50 millions de dollars de masse salariale. Donc, tu sais, je veux dire, comment tu veux gérer ça? Tu sais? Alors, ce qu'on appelle dans le monde du sport le cost control. Dans la Ligue nationale, tu as un cost control. Tu sais que tu ne peux pas dépenser plus que 50 de tes revenus, ni toi, ni ton adversaire. Dans le baseball, comme tu viens de dire, on ne le sait pas. C'est où la limite? Chaque équipe peut dépenser le montant qu'il veut. Donc, ça freine présentement les transactions. Il y a des équipes du baseball majeur qui ont été à vendre récemment, qui n'ont pas trouvé preneur. Alors, le moment, là, si tu crois au fait que les propriétaires vont instaurer un plafond salarial, le moment d'acheter un club du baseball, c'est là. Parce que les franchises stagnent. La valeur des franchises stagne. La seconde, Gavino, qu'on a une conférence de presse puis qu'on dit c'est confirmé, il y a un plafond salarial dans le baseball majeur, ben là, le compte à rebours s'en va de l'autre bord, puis en l'espace de 2, puis 3, puis 4, puis 5 ans, ces franchises-là qui valent présentement 1,5, 1,7 milliard de dollars vont doubler, vont tripler, vont quadrupler de valeur. Puis là, le bateau, on va l'avoir manqué. Tu sais, dernièrement, il y a eu les Aces d'Oakland qui ont déménagé, qui vont jouer à Vegas dans une couple d'années. Mais je veux dire, y a-tu d'autres franchises, selon toi, qui pourraient déménager? Tu sais, les parents pauvres de la Ligue nationale, les Pirates de Pittsburgh, ils ont construit un nouveau stade. Les Reds de Cincinnati, ils ont construit un nouveau stade. Je vois pas d'autres franchises déménager, mis à part les Rays de Tampa Bay qui pourraient être déménager et tout ça. Peut-être les White Sox, tu penses? Ils ont quand même une riche histoire. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue américaine. Je sais qu'ils sont considérés la deuxième équipe de Chicago, mais pour moi, quand même, ils ont une belle histoire, les White Sox. Mais c'est vrai, c'est souvent nommer l'assistance dans les dernières années parce que ça fait dur sur le terrain. Bon, on a un problème à Chicago parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les instances gouvernementales, les hommes d'affaires pour faire construire un nouveau stade. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui va falloir qui arrive avec les White Sox. Dans le cas des Rays, Gavino, moi, je peux pas croire que le baseball majeur a vendu cette équipe-là à un nouveau propriétaire puis qu'elle va se dire que le club va déménager. Je pense qu'ils vont trouver une solution pour faire bâtir un nouveau stade, que ce soit à Tampa ou à Orlando ou entre les deux, je ne le sais pas. On va trouver une solution. L'affaire qui va être importante, Gavino, ça va être pour le baseball majeur de faire comprendre aux joueurs ceci. Oui,
peut-être qu'on va freiner un peu les Dodgers ou les Blue Jays ou les Yankees de dépenser de l'argent, mais on va forcer surtout les Pirates, les Rays, les White Sox, les Marlins et un paquet d'équipes, les Aces d'Oakland, qui ne dépensent pas à atteindre le plancher qui va être à peu près, Gavino, à 150 millions, j'imagine. Je comprends. Fait que là, tu vas dire, gars, il va en avoir les boys de l'argent pour vous autres. Elle va juste venir d'endroits différents. Alors, je veux dire, dans la Ligue nationale de hockey, Gavino, ils viennent d'en signer une nouvelle entente 1 an avant l'expiration de la prochaine. Pourquoi? Parce que tout le monde est content. Tout le monde mais l'écart entre le plancher et le plafond salarial dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est pas 100 millions de dollars. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être quoi le baseball entre 150 et 350, la fourchette? Ça va être quoi? Je veux dire, c'est un gros écart pareil, là, 200 millions de dollars. Là. Prends pour acquis que présentement, pour dépasser la taxe de luxe, c'est 244 millions. Donc, je pense qu'on va être pas trop loin de ça pour ce qui est du plafond salarial, selon moi. Puis comme j'ai dit, les équipes qui défoncent le plafond auront probablement quelques années pour se mettre sous le plafond salarial. Mais on peut prier et espérer qu'un plafond sera instauré. Quoique, va te dire une affaire, si aujourd'hui, au Québec, vous êtes un fan des Blue Jays, plafond salarial, ça vous intéresse pas trop, là. Non, on parle pas souvent de ça, hein. Hey. Tu l'as dit, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le poste de releveur numéro 1 du côté des Blue Jays, ça se peut que les Blue Jays soient agressifs et qu'ils aillent chercher un Edwin Diaz de ce monde. Imagine son entrée au stade Rogers en 9e manche. On ferme les lumières, un gros show de discothèque, puis la chanson Narco. Tu l'as dit. Imagine le buzz dans le stade. Parce que je t'ai dit, je pense que Jeff Hoffman, je pense que j'ai fait le tour avec lui, surtout avec ses performances en saison régulière. Malheureusement, il a failli justement fermer la porte aux Dodgers. Il n'a pas été capable. Ça se peut qu'il soit un peu freiné pour la saison 2026. Mais pour moi, là, le gars que j'aimerais avoir, là, Edwin Diaz, un gars qui lance à l'intérieur à 100 000 à l'heure, aïe aïe. Pour moi, c'est mon choix, rapidement. T'en veux, toi, des affaires, mon chum Gavino? J'écoutais nos amis Arden Zwelling et Shai Davidi du côté de Toronto. Puis là, ils disaient, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'ils peuvent signer Bichette. Je pense qu'un gars comme Carl Tucker pourrait signer aussi. Puis je pense qu'il pourrait aller chercher un autre lanceur. Je me dis, tabarouette, il en demande combien puis comment des joueurs? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça n'a quasiment plus d'allure. Mais je comprends que les Blue Jays ne veulent plus jamais revivre ce qu'ils ont vécu cette année. Ils veulent être sûrs que l'année prochaine, le titre de la Série mondiale soit à Toronto. Alors, ils sont extrêmement agressifs. On est loin des années des Expos de Montréal lorsqu'on signait un lanceur en fin de carrière qui avait fait le tour de la Ligue, qui avait pris des substances illégales, genre Dennis Holcan-Boyd. Wow, on était excités pour Dennis Holcan-Boyd. Y a-t-il un joueur en prison, en quelque part, là, qui arrête pas de balle rapide, là, qu'on pourrait faire venir bon, pas cher? Tu sais, c'est plus ça. Les Blue Jays, là, ils font aller leurs gros bras, et ils se pompent le chest, puis regarde, là, c'est présentement les rencontres hivernales là, à Orlando, présentement. Tout ce qu'on entend, c'est que les Blue Jays sont sur tous les dossiers. Alors, regarde, c'est un monde complètement différent de ce qu'on a vécu ici à l'époque à Montréal. Joueur en prison, tu penses-tu au film Major League? Pourquoi pas? Avec Wild Thing, qui était en prison notamment, qui jouait dans les prisonniers, avec les prisonniers de je sais pas qui. C'est déjà la fin de l'émission. Ça se peut qu'on revienne faire un autre show avant Noël, pourquoi pas? D'un coup que les Blue Jays, ils signent Bichette, Tucker puis Edwin Diaz. Aïe aïe, ça va sentir la saison de 125 victoires à Toronto. Merci d'avoir été là, Philo. Va te reposer parce que t'as un petit rhume, puis moi aussi. Fait que, une petite tisane pour la fin de la journée. Vas-y. J'ai perdu 15 livres, Gavino, depuis 3 semaines. 15 livres. Avec tes pilules. Avec tes pilules. Et repose-toi bien. Vous ne trouvez pas, là, je suis plus mince. Oui, t'es beau bonhomme. Beau bonhomme. Je me prépare pour la Floride pour aller à la plage. Ta shape de plage. On veut des photos. Merci d'avoir été là, tout le monde. Au nom de Jeremy Filosa, ici Gavino qui vous dit à très bientôt au podcast des Blue Jays. Bye bye. Bye.